c'est déjà. Il est là. Ah, tu vois, il se lève. Voilà. Est-ce qu'on entend? Oui. C'est bon. Oui, voilà. Donc, je m'appelle Bernard Spengler. Personnellement, j'ai commencé à militer dans le mouvement alsacien au milieu des années 80, ce qui fait que je n'ai pas connu de façon directe la période des années 1970, une période pendant laquelle j'étais adolescent, puisque je suis né en 1960. J'en ai beaucoup entendu parler, puisque j'ai l'impression, d'après ce qu'on me disait dans les années 80, c'était une période pleine d'effervescence, il y avait un grand nombre de mouvements, il y avait beaucoup d'associations, il y avait des revues, et tout ceci était fortement retombé dans les années 80. Alors moi, personnellement, je suis arrivé à la cause alsacienne après avoir lu les livres d'Eugène Philips, qui me semblait très intéressant, qui expliquait très bien la question. Également, il m'est arrivé de lire la revue du Cercle René Schickele. À l'époque, je n'étais pas encore membre. Et donc, c'est suite à ces lectures que, finalement, je me suis engagé. Je suis devenu membre du Cercle René Schickele en 1985. Et donc, nous étions plusieurs à peu près ayant le même âge. Et on constituait à l'époque le groupe jeune du Cercle René Schickele. Donc il y avait par exemple Bernard Klein, il y avait Maurice Schalk, il y avait également Isabelle qui est présente dans la salle. On était le groupe jeune et on était chargé de l'exposition itinérante pour le 20e anniversaire. C'était donc les années 85-88, donc pendant cette période. Et comment dire, l'impression que nous avions à l'époque, et finalement que j'ai encore conservé aujourd'hui par rapport à cette période, c'est qu'il y avait une ambiance militante assez bizarre. C'était vraiment une ambiance pro-recteur Déon. Pro-recteur Déon, le recteur Déon qui avait été nommé recteur en 1981, donc par le gouvernement qui avait gagné les élections en 81, et qui avait eu l'habilité de s'approprier le discours pro-bilinguisme, alors qu'auparavant les autorités scolaires étaient beaucoup plus contre le discours, alors que par ailleurs en matière de réalisation, il y avait pratiquement peu de nouveautés par rapport à ce qui se faisait avant, puisque l'allemand à l'école primaire, ça existait déjà dans les années 70, à raison de ces 2 ou 2 heures et demie par semaine, et donc il y avait vraiment, du moins c'est l'impression qu'on avait, un grand décalage entre un discours assez consensuel, comment dire, en faveur du bilinguisme en Alsace, en faveur de l'Europe, également en faveur de la prise en compte du dialecte, un discours qu'on entendait aussi bien chez les élus, effectivement qui signaient des pétitions, et chez le recteur, et par ailleurs, comment dire, la quasi-absence de réalisation. Et progressivement, ceci a changé à partir de la fin des années 80, notamment grâce à ABCN, mais ça c'était avant, quand j'ai commencé à militer, c'était avant ABCN, et donc il y avait ce consensus alsacien, mais en fait qui était surtout une façon, j'avais l'impression d'être arrêté, et qui, comment dire, n'aboutissait pas à des réalisations. Et l'autre élément qui nous paraissait bizarre, c'était le rapport à la politique, et notamment le rapport à l'autonomisme, où il y avait, de la part de toutes les personnes raisonnables à l'époque, et je prends vraiment le mot raisonnable dans le bon sens du terme, une volonté de ne pas utiliser l'expression autonomiste, et non plus autonomie, et ceux qui utilisaient cette expression-là, c'était en fait des personnes qui avaient des comportements très particuliers, donc il y avait par exemple Ferdinand Moschenross, qui, avec sa façon de faire, comment dire, provoquait un effet repoussoir. Et donc, de ce point de vue-là, le rapport à l'autonomisme, c'était finalement, en quelque sorte, la ligne de démarcation entre les extrémistes ou ceux qui, comment dire, se faisaient passer comme tels, par leur comportement, même s'ils n'étaient pas forcément, et les autres qui étaient modérés, mais qui faisaient bien l'intention de montrer qu'ils n'étaient pas autonomistes. Et c'est en réaction contre cela que finalement j'ai écrit le syndrome alsacien en 1900. Alors j'ai commencé à l'écrire en 86-87, mais il est paru en 90, où je m'efforçais, comment dire, d'aller le plus loin possible dans le sens de l'autonomisme, tout en restant sérieux. C'était en fait, je disais, ben voilà, il faut maintenant utiliser ce mot, mais en ayant un comportement raisonnable et modéré, mais il faut arrêter, comment dire, de chaque fois avoir peur de ce mot. Et donc c'est par rapport à ça que j'ai fait ce livre. Et c'est aussi en partie en réaction contre cela qu'avec les personnes que j'ai citées avant, nous avons, en fait, on s'est associé avec Bernard Wittmann, qui à l'époque était à Rondelis, et on a lancé l'UPA, l'Union du peuple alsacien, en 1988, avec l'idée selon laquelle, comment dire, il fallait qu'il y ait un parti politique alsacien qui mette le doigt sur la contradiction entre ce soi-disant consensus alsacien et en fait l'absence de réalisation. Et on partait de l'idée qu'on se rendait compte que dans toutes les régions d'Europe, à l'époque c'était l'Europe de l'Ouest,
où les langues régionales étaient prises en compte, il y avait toujours des partis, alors soit régionalistes, soit autonomistes, même si parfois ils étaient très minoritaires, mais leur présence, notamment leur présence aux élections, faisait que les autres partis devaient également tenir compte de la question. Alors évidemment, ça c'est l'analyse qu'on faisait, mais c'est plus facile de dire qu'il faut faire un parti que de le faire. Donc en fait, l'UPA, je pense qu'on n'a jamais vraiment réussi à le lancer véritablement. Hein, on est resté un groupe pas très nombreux, même si après coup, on s'est rendu compte que, enfin on s'est rendu compte indirectement, Moussoland, de nos jours, qui lui a réussi à grandir, est né à partir de l'UPA, mais beaucoup plus tard. Hein. Donc ça, c'était, comment dire, ma première expérience dans les années 85-90, même si c'était également à cette période que les choses commençaient à changer, heureusement. Et là, je vais parler en fait de mon second engagement. C'était dans les années 90 à ABCM, hein, puisqu'en fait j'ai arrêté aussi bien l'UPA à partir de 93-94, et je suis allé à ABCM en 95, donc qui avait été créé entre-temps par Richard Weiss et par Jacqueline, ici présente, qui était vice-présidente. Et vraiment, à ABCM, la façon de faire, la façon de militer était à l'exact opposé de ce qui se faisait 10 ans avant en Alsace, où là, vraiment, c'était très efficace, très pragmatique, très volontaire. Effectivement, donc c'était vraiment très intéressant. Et en fait, bon, si je vais un peu résumer la façon, disons, le développement de la PCM, hein, c'est, je pense qu'une des raisons, ça a été le contact avec d'autres régions de France, hein, et notamment la constatation qu'il existait dans d'autres régions de France des écoles bilingues paritaires, et il n'y en avait pas en Alsace. Hein. Et donc c'est le cercle Schickeler qui s'est rendu compte de ceci à la fin des années 80 en étant en contact avec des militants en Bretagne au Pays Basque. Hein. Donc dans ces régions, il y avait d'une part déjà des écoles associatives depuis une dizaine, ou pas une quinzaine d'années, et suite à l'ouverture de ces écoles associatives, les autorités publiques avaient également ouvert des écoles bilingues paritaires, hein, en se basant sur la circulaire Savary de 1983. Donc en fait, ce qui était fait dans ces régions, en Alsace, c'était refusé. Ce qui fait qu'au bout du compte, le recteur Déon, non pas c'était un recteur qui faisait plus que les autres, mais qui faisait moins que tous les recteurs des autres régions. Et donc il y a eu successivement la création de la Flaret en 87, le congrès en 1988, et donc à partir de là, il y a eu ces premières demandes de parents d'élèves qui demandaient des ouvertures de classes bilingues paritaires, dans un premier temps qui se heurtaient toujours à des réponses négatives, et donc suite à ça, il y a eu la création des premières classes associatives à BCN, et après, par la suite, progressivement, comment dire, également, l'éducation nationale a bien dû changer son fusil d'épaule et faire en Alsace ce qu'elle faisait également dans les autres régions de France. Et de ce point de vue-là, l'état d'esprit, c'était vraiment, et là pardon, je viens de le voir, c'était en fait, donc on retrouvait dans toute l'équipe d'ABCM, étonnamment chez Richard Weiss qui disait, quand on fait quelque chose, il faut toujours que ça les embête, sinon on n'obtient jamais rien. Quand on écrit une lettre au recteur, ça ne suffit pas, il faut aussi dire qu'on demande un rendez-vous, et il faut également envoyer des copies aux élus, sinon on n'a rien. Et c'est cette façon de faire, je pense, qui progressivement a tout à fait changé l'état d'esprit, et qui fait qu'il y a eu en matière linguistique, en matière d'école, comment dire, on est passé d'une situation où avant les années 90, il n'y avait pratiquement rien, parce qu'en fait, l'exercice consistait à demander aux autorités scolaires d'ouvrir, mais donc elles le faisaient très peu ou pratiquement pas, et à partir des années 90, un militantisme qui disait on le fait soi-même, et on s'en met en opposition pour faire en sorte que ça aboutisse. Et je pense que si on fait l'histoire de cette période, 1990, c'est vraiment une année de rupture, hein, une démarcation entre ce qui se faisait avant et ce qui s'est fait par la suite, où là l'état d'esprit a tout à fait changé, bon, même si à partir des années 2000-2005 c'est le plus difficile, pour des raisons juridiques, c'est qu'il n'y a pas eu de reconnaissance juridique. Mais disons, moi, bon là, ce que j'ai dit, c'est la façon dont je l'ai ressenti, donc c'est la façon dont je l'ai vécu, mais j'ai eu cette impression que les années 80 aux années 90 ont correspondu à un changement d'état d'esprit, et que le militantisme est devenu un vrai militantisme qui n'avait pas peur de se mettre en opposition. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus un militantisme, je pense, hein, alors peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, qui recherchait plutôt, moi dans les années 80, le consensus, hein, l'accord avec le recteur D. Voilà, je pense beaucoup.